Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, plein de nouveautés nous attendent parce que ça n'est pas un mais deux invités que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Un historien comme il se doit, Yves Léonard, spécialiste du Portugal contemporain, et puis un auteur de bande dessinée, Mathieu Sapin. Bonjour. Bonjour. Pour votre dernier livre, Edgar, de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire. Et qui dit bande dessinée dit aussi une autre nouveauté, parce que nous sommes aujourd'hui en public, en direct, et nous sommes dans une librairie de bande dessinée, Bulle en tête. Et c'est Mathieu, le gérant de la librairie, qui nous fait l'amitié de nous accueillir chez lui aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour, bienvenue. Je te laisse dire 2-3 petits mots sur la librairie. Ouais. Alors, ici vous êtes donc à Bulle en tête, la troisième Bulle en tête du nom. On a essaimé du 17e au 9e jusque dans le 15e il y a 2 ans et demi maintenant. On fait de la bande dessinée généraliste, donc tous les types de bande dessinée, du manga à ce qu'on appelle ici la franco-belge qu'on peut voir autour, en passant par les romans graphiques, les récits de vie, etc. Donc bienvenue dans la librairie. À Paris, faut préciser. À Paris. Oui, 15e arrondissement de Paris, pas de Lisbonne. Alors ça, c'est son côté snob. C'est ça. Donc voilà, c'est un épisode hors les murs, comme on dit dans les festivals. Et je précise que cette émission est aussi enregistrée pour la première fois en vidéo, et vous la retrouverez sur la chaîne YouTube du podcast. On va rester avec toi, Mathieu. Donc Mathieu, gérant de la librairie. Alors je vais l'appeler Mathieu, d'accord? Parce que je connais pas son nom de famille et je vais pas l'appeler Mathieu Bulle en tête ni Mathieu Bête comme les initiales de la librairie. Tu pourrais, hein. Voilà. Mathieu Bête, ça marche. Non, on va rester sur Mathieu. Mathieu, alors donc c'est toi qui as eu l'initiative de cette réunion et qui connaissait donc le travail de Mathieu Sapin. Je te laisse peut-être commencer par présenter sa vie, son œuvre, avant d'attaquer le fond du livre. C'est intimidant. Merci. Donc alors, je vais m'adresser à toi, Mathieu, en t'appelant Mathieu aussi. Du coup. Ok. Non, on te connaît dans la BD depuis le début des années 2000 à peu près. T'es un auteur, dessinateur touche à tout. Tu fais les scénarios, les dessins. On t'a découvert au départ dans la jeunesse. Des séries, des belles séries à succès dans un premier temps avec les Sardines de l'espace notamment, Akissi un peu plus tard, cette jeune fille un peu la petite sœur de Aya Diop-Pougon, on peut dire ça comme ça. Donc dans la quotidien d'une jeune fille en Côte d'Ivoire, toujours ce goût de l'humain avant tout, que ce soit déjà dans la jeunesse et plus tard on le verra aussi dans la bande dessinée adulte. On te suit toujours dans les années 2000 avec le grand laboratoire de la BD humoristique française qui était la collection Poisson Pilote, voilà, chez Dargaud donc Poisson Pilote, pour remettre un petit peu, je remets un petit peu de contexte de bande dessinée, hein. C'est si vous avez entendu parler un jour de Johan Sfar, de Lewis Trondheim, de Christophe Blain, Manu Larsenet, tous ces gens-là étaient déjà chez Poisson Pilote, et donc bien sûr toi aussi, Mathieu. Et on te connaît aussi dans un autre pan de ce que tu as fait, toujours dans les années 2000-2006, je crois, avec une pseudo-autobiographie, on peut l'appeler ça comme ça, ou autobiographie fiction, genre humoristique toujours, à l'Association, cette fois-ci, une maison d'édition qui a permis aussi de casser les codes de la bande dessinée, d'instaurer un sujet qui sera dans les années futures au cœur de la bande dessinée moderne, qui est donc le sujet du récit de vie, de l'autobiographie à proprement parler, qu'on retrouve actuellement chez Riyad Sattouf, hein, notamment si vous avez lu L'Arabe du futur. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que tu commences à trouver qu'un style va s'affirmer chez toi. Notamment avec les journaux des coulisses, donc journal d'abord des coulisses du film sur Gainsbourg de Johan Sfar, les coulisses du journal Libération, voilà, journal d'un journal, et à partir de là aussi, les années 2010 arrivent et on va dire comment, les best-sellers,
arrive aussi à ce moment-là. 2010, c'est l'écriture des coulisses de la campagne présidentielle de François Hollande. Ouais, 2011. 2011, ouais. Voilà. Et suite à ça, donc, le palais présidentiel, donc, toujours une date des entrées à l'Élysée. Tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de ce palais impressionnant de pouvoir. Gérard Depardieu, comme son nom l'indique, tu vas le suivre pendant 5 ans, toujours avec bienveillance, avec, je le redirai, hein, c'est vraiment ta force. Le dernier album qu'on a, l'avant-dernier du coup, avant Edgar, qui était sur Emmanuel Macron, sur le fait de le questionnement de l'artiste de cour, avec cette perspective assez vertigineuse et en même temps hyper intéressante de l'artiste de cour tel que Racine pouvait l'être face à Louis XIV. Tu te places un peu comme ça aussi, de manière très humoristique, très très douce aussi. Je le dis, je le répète, pour moi, ta force, la très grande force de ces albums, c'est qu'on passe toujours un super moment, c'est toujours marrant. C'est marrant parce que c'est bienveillant, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'on suit ces grands personnages à travers ton dessin de petits personnages qui suivent des grands personnages contemporains, et en même temps on voit donc leur force, leur faiblesse, leur arrogance, leur démesure, et en même temps leurs petits défauts, les choses qui les rendent humaines. Voilà, c'est vraiment la force de ce travail, et c'est pour ça à mon sens qu'on aime te suivre, on aime lire tes BD. Voilà, des BD agréables à lire et évidemment instructives. On le reverra au fur et à mesure de ce podcast, puisque tu t'entoures toujours aussi de personnages, de personnalités, pardon, qui sont des spécialistes de sujets. Et voilà, tu connais, enfin en tout cas le travail d'écriture passe aussi par la connaissance du sujet, et c'est intéressant. Voilà, merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Tu es d'accord, Mathieu, avec toute cette présentation? Bah, c'est toujours, je suis pas le meilleur juge, hein, bien sûr, mais c'est très élogieux, ça fait très plaisir. Moi, ce que je retiens, je suis particulièrement d'accord avec le fait que ce qui m'intéresse, c'est l'humain, en effet. Et c'est montrer la part humaine qu'elle soit belle ou moins belle, hein, mais dans ces personnages qu'on voit souvent dans une vision parfois un peu déformée par les médias. Ouais. Bon, pour cette histoire, vous êtes aussi beaucoup documenté, et notamment grâce à Yves Léonard. Donc, bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes historien, vous faites partie du Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, et vous êtes spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain. Dans vos précédents livres, on peut citer Histoire du Portugal contemporain de 1880 à nos jours. C'est aux éditions Chandaigne, une maison d'édition qui est spécialisée dans le monde portugais et lusophone. Plus récemment, vous avez publié le livre que vous voyez ici, Histoire de la nation portugaise, aux éditions Talendier, qui est ressorti ces mois derniers en format poche dans la collection Texto. Et puis le petit dernier, c'est Sous les œillets la Révolution, qui raconte le 25 avril 1974 au Portugal, toujours aux éditions Chandaigne, et évidemment cette date-là est importante et on va en parler, on la retrouve dans le fond du livre. Ma première question pour vous, Mathieu, c'est, ça n'est pas le premier projet que vous avez sur le Portugal. Je crois comprendre à la lecture de la bande dessinée qu'il y a un projet ancien qui traîne et que votre éditeur attend toujours. Oui, donc ça fait 20 ans que j'ai commencé à me rendre régulièrement au Portugal. Avant ça, j'avais pas de lien ni direct ni indirect, mais en épousant donc ma femme qui est originaire du Portugal et de la région de Lisbonne, fatalement, j'y suis allé souvent, donc puisque sa famille habite là-bas, et très vite, c'est un pays qui est très attachant, et très graphique aussi, et donc j'avais naturellement envie de le traiter en bande dessinée. Et puis cette envie s'est précisée quand, en 2012, j'ai eu la chance de faire l'objet d'une résidence d'une dizaine de jours à l'ambassade de France au Portugal, au palais de Santos, c'est ça. Et donc pendant 10 jours, je me promenais comme ça en essayant de noter des choses et puis
j'avais des idées qui commençaient à venir, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai mis beaucoup de temps à tourner autour d'un sujet qui n'arrivait pas vraiment à adhérer, et puis j'avais toujours des projets plus urgents, plus forts, qui prenaient le dessus. Et les choses ont pris une autre tournure en 2020. Donc suite au confinement, le Portugal a été évidemment vidé de ses touristes. Et à l'été 2020, j'étais chez mes beaux-parents dans la région de Lisbonne. Et dans un Portugal que je connaissais pas, puisque voilà, on n'y croisait plus les touristes qu'on croise habituellement quand on va là-bas. Et mon beau-père, donc Edgar, me dit tu sais, tu devrais faire une bande dessinée sur moi. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Et alors ça m'a intrigué parce que en fait mes bandes dessinées sont chez lui. Elles sont dans sa maison. Depuis à chaque fois je sors un album, je le ramène. Mais lui ne les a jamais lus. Il s'y intéresse pas particulièrement. Il lit pas de bande dessinée. Et donc il ne sait pas que je connais des présidents de la République, des grands acteurs, etc. J'ai fait des films, etc. Il n'est pas au courant. Donc ça m'a étonné qu'il ait cette démarche, parce que pour lui, je pense qu'il me voit comme un auteur de bande dessinée pour enfants qui a du mal à trouver du travail. Donc je pense que en me disant ça, c'était plus pour m'aider à m'en sortir. Mais je me suis dit, mais après tout... oui, il y a certainement un bon sujet, parce que ça faisait longtemps qu'il me racontait ses souvenirs, on va en parler, mais il a été très impliqué dans la Révolution de 74, qui a eu beaucoup d'importance pour lui, puisque il a été par la suite réfugié politique en France, et après 74, après la Révolution, il retourne vivre, depuis 74, il est retourné vivre là-bas. Et donc je me suis dit, mais voilà, c'est peut-être ça la porte d'entrée. Et je me suis mis à noter ce qu'il me disait. Et à commencer cet album. Comment s'est passé le travail d'écriture? Vous avez fait beaucoup d'échanges en tête-à-tête avec lui, ou c'était en fait au fil des conversations avec d'autres personnes, où vous notiez dans un petit coin, dans vos carnets, tout ce qu'il disait? Bah oui, non, c'est vrai. D'abord, il est très disert, il parle beaucoup, il se répète aussi. Donc non, j'ai commencé à noter, en effet, dans des carnets, à enregistrer aussi, parfois filmer. Et ce que je voulais, moi, dans mon exercice, j'ai toujours à cœur, évidemment, que l'image ait du sens avec le texte, et puis qu'il y ait un élément esthétique. Donc je profitais de l'occasion pour me promener avec lui dans les environs de son village, donc au nord de Lisbonne, sur la côte. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup passionné, c'est qu'il m'a emmené à Lisbonne, puisqu'il me parlait de... Donc lui, il a grandi dans ce petit village qui est dans un milieu à la fois très modeste et très conservateur. Donc on parle des années 40. Et très jeune, il quitte ce village pour aller travailler à Lisbonne, et il a une quinzaine d'années. Et ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est comment on devient révolutionnaire, parce qu'il n'est pas né dans une famille ou un réseau révolutionnaire. Et donc c'est ça qui m'intéressait. Il me racontait comment il travaillait dans des épiceries, il était commis d'épicerie la journée dans les rues de Lisbonne, donc au tout début des années 60. Et puis il prend des cours du soir dans une école de commerce près du Largo do Carmo. Et là, on est dans le contexte des révolutions estudiantines, donc je sais plus exactement les années, mais 62, la première. Ça, voilà. 62, donc il y a ce contexte déjà de manifestation, et c'est là qu'il rencontre des gens qui sont dans des cellules des cellules révolutionnaires. Oui, parce qu'il est beaucoup question de politique, évidemment. Il est jeune, on va le voir, révolutionnaire, communiste. Et il n'a connu que le régime de Salazar. Voilà. Et pour cause, la République est renversée au Portugal par un coup d'État militaire en 1926. Salazar, qui est professeur d'économie de l'université de Coimbra, est nommé ministre des Finances en 1928, puis chef du gouvernement, Premier ministre en 1932. Yves Léonard, quel régime il instaure? Ah ben c'est un régime dictatorial, c'est-à-dire que
Plus que la République est maintenue formellement, mais c'est la démocratie libérale qui est renversée, c'est-à-dire la démocratie parlementaire telle que la République avait essayé de la faire vivre depuis 1910. Et ça, Salazar, il est ennemi de toutes ces idées, il est très conservateur, très traditionnaliste, il a son ADN, en gros, sa colonne vertébrale, c'est la contre-révolution, et il va tout faire pendant qu'il est au pouvoir pour évidemment maintenir l'ordre immuable des choses, faire vivre, comme il disait, les Portugais habituellement. Mais les faire vivre habituellement, ça voulait dire les faire vivre de manière tout à fait inhabituelle en termes démocratiques, c'est-à-dire que les libertés publiques n'existaient plus, la censure était très présente, la police politique omniprésente et la justice nulle part, la police partout, la justice nulle part, comme on l'a dit. Et c'est ce régime-là qu'il va contrôler, orchestrer pendant 40 ans, puisque jusqu'à son effacement politique en 1968, lui-même il meurt en 70. Et c'est seulement la révolution des œillets, en 74, qui va renverser son régime, auquel on avait donné le nom de salazarisme. Il n'aimait pas l'expression, mais c'était le régime de l'Estado Novo, de l'État nouveau, qui avait été instauré en 1933, dans un contexte très particulier en Europe, sur un fond, on va dire, d'autoritarisme très prononcé, avec ces libertés publiques qui étaient ignorées, une police politique et très très oppressif, et une église catholique qui était avait partie liée avec le régime. Le patronat aussi qui encourageait évidemment cette stabilité apparente, et des militaires qui n'en pouvaient mais, puisque c'était eux qui avaient fait le coup d'État en 1926, et ils avaient donné les clés, en quelque sorte, à Salazar, un civil, un universitaire, pour gouverner le pays, et il ne va jamais rendre les clés. Pour donner un exemple de la main forte, de la maîtrise qu'il exerçait sur le Portugal, vous l'avez dit, il fait un AVC en 1968 et il ne meurt qu'en 1970. Et pendant 2 ans, personne n'ose lui dire qu'il n'est plus au pouvoir. Il est remplacé par un de ses seconds et lui, il reste. Enfin, personne n'ose le contredire en fait, même jusqu'au lit de sa mort. Oui, c'est assez. Ça illustre bien le personnage, c'est-à-dire qu'il avait une telle centralité dans tout ça, c'est-à-dire qu'il contrôlait absolument tout, beaucoup moins quand même dans les années 60 avec l'usure, la vieillesse, etc. Mais c'est un homme qui, sa parole n'était jamais remise en question, et dans son entourage, eh bien, on observait un silence prudent. Et quand il a eu cet AVC, qu'il est revenu après quelques mois d'hôpital, qu'il est revenu dans le lieu qu'il habitait, c'est-à-dire le palais de São Bento, où siège le chef du gouvernement, eh bien, il a continué d'y vivre comme si de rien n'était. Effectivement, son entourage ne lui disait plus qu'il n'était plus le président du Conseil. Et le président du Conseil le rencontrait pas. Les ministres tournaient un petit peu en rond, n'osaient pas trop dire. Et ceux, évidemment, qui l'ont croisé, il était très diminué. Eh bien, il laissait entendre que, voilà, il avait toujours la main. Et jusqu'au bout, enfin, jusqu'aux dernières semaines, il a nourri certainement l'illusion. C'est un peu plus compliqué que ça, mais l'illusion qu'il était toujours en poste, oui. Et donc c'est dans ce contexte-là que Edgar grandit. Donc c'est un vrai personnage, hein, c'est votre beau-père. Ouais. Et donc il arrive à Lisbonne, je crois, d'un milieu assez modeste, rural. Ouais. Et quand il arrive, il doit à la fois travailler et étudier. Et puis très vite, il rencontre des marxistes, des communistes. Oui, c'est comme ça qu'il me l'a raconté. Il lui-même confesse que quand il arrive à Lisbonne, il remettait pas du tout en cause le régime, hein, il était même prêt à partir s'engager parce que on était suite à la perte de Goa, c'est ça qui était ouais. On n'a pas parlé des colonies aussi, mais qui avait une importance très, très grande au Portugal, et donc la perte de Goa en Inde a été un traumatisme pour certains. Bref, et donc ses convictions se évoluent peu à peu en effet en rencontrant des révolutionnaires, hein, qui il est, je pense, assez fasciné par ce milieu-là. Et donc c'est un milieu clandestin avec des codes, avec des rendez-vous nocturnes, des lectures aussi qu'on lui file sous le manteau révolutionnaire. Et donc lui, il rentre complètement là-dedans. Et il est très jeune, donc c'est aussi un atout parce que le fait d'être très jeune, on se méfie pas de lui. Il est mineur. Et il se retrouve dans des opérations révolutionnaires. Je sais pas dans quelle mesure il était conscient du risque qu'il courait, mais c'est certain que les dangers étaient grands. La prison, pour pas dire plus, quoi. On va revenir sur ça et je reviens vers vous, Yves, pour repréciser le contexte historique, parce que le Portugal a des colonies en Afrique, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, et puis à partir des années 60, là, il y a des guerres coloniales, en tout cas appelées comme ça, ou alors des guerres d'indépendance si on se place du côté des Africains, qui sont vraiment une question centrale qui agite le pouvoir et la société portugaise.
Oui, parce que Salazar, dès son entrée en pouvoir, il a jamais mis les pieds dans les colonies africaines notamment, mais il a construit un imaginaire autour d'un récit national qui s'inscrit dans la durée, hein, effectivement, qui renvoie à la période de l'expansion maritime au XVe siècle et qui dit en gros le Portugal n'est pas un petit pays parce que le Portugal est à la tête d'un grand empire colonial. Et ce récit national, ce roman national, cette fiction d'une certaine manière, eh bien, le régime va le nourrir tout au long des années 30, 40, 50, au point qu'au moment où les vents contraires de l'histoire soufflent contre le Portugal, c'est-à-dire les périodes de décolonisation dans les années 1950, là, le Portugal est assez anachronique, assez décalé, et Salazar va s'accrocher bec et ongle à cette idée de dire nous avons été les premiers, nous serons les derniers, ce n'est pas négociable. Et ils ajoutaient une fiction aussi, on va dire idéologique, avec un discours, on va dire lusotropicaliste, qui consistait à dire que le Portugal colonisait très différemment des autres, et que l'Angola, le Mozambique, etc., c'était des provinces d'outre-mer aussi portugaises que l'Alentejo, l'Algarve ou le Minho, c'est-à-dire que le Portugal pour eux, s'étendait du Minho à Timor, comme on disait à l'époque. Et c'est cette fiction-là que le régime, enfin Salazar en tête, a voulu maintenir coûte que coûte jusqu'au bout, avec des coups de semonce, comme en 1961, le début des guerres coloniales en Angola, au printemps, et puis l'affaire de Goa, la perte de Goa en décembre 1961, qui est un coup terrible pour le régime, parce que symboliquement, c'était de Goa, de l'Inde, que tout était parti avec Vasco de Gama, il y a plusieurs siècles auparavant, à la fin du XVe siècle. Et ça, la perte de Goa est très très mal ressentie, et elle est mal ressentie aussi par les militaires, parce que les militaires prennent conscience à ce moment-là qui sont un fusible commode, ou du moins ils veulent pas être la garde prétorienne du régime, et parce que le général qui commande la garnison de Goa, il va être condamné par le régime pour en gros trahison. Et les militaires se disent mais ils pouvaient pas de toute façon tenir, il y avait 3500 hommes contre 40 ou 50 000 troupes de l'Union indienne, c'était pas tenable. Et pendant toutes les années 60, il y a ce problème qui se pose, qui va être véritablement le boulet du régime et qui va être à l'origine très fortement de la révolution des œillets en 74. Oui. Et Mathieu, votre beau-père, donc Edgar, a fait l'armée ? Oui, alors quand il arrive en âge de faire l'armée, il est enrôlé avec donc il est à la fois dans l'armée et à la fois toujours activiste secrètement révolutionnaire et donc il se retrouve dans une caserne dans le sud du Portugal à Lagos, qui aujourd'hui est une destination touristique mais qui à l'époque est une toute petite ville mais avec un fort. C'est une très jolie ville d'ailleurs. Et donc il est là-bas et puis certainement dans l'attente. Et donc il est quand même promu. Hein, il est sergent, je crois. Mais dans l'attente c'est des troupes qui sont destinées à partir faire les guerres coloniales. Et aucun des jeunes hommes de son âge n'a vraiment envie d'aller se faire massacrer parce que ça se passe très mal pour les Portugais. Enfin des deux côtés, c'est des guerres très sanglantes et le Vietnam, on a dit. Ouais, c'est ça. C'est du Portugal, hein, la Guinée. Oui, c'est exactement ça, et pour une cause qui leur paraît perdue d'avance en plus. Et donc ça, plus le fait que l'étau commençait à se resserrer autour de son activité révolutionnaire, et il pensait sans doute à raison que tôt ou tard il allait se faire repérer. Il décide de fuir, de faire le salt, de partir dans un premier temps en France. Et ça, c'est d'ailleurs un épisode très marquant parce que il est impliqué dans les milieux révolutionnaires. On ne sait pas très bien quelle action il y mène, quelle est son importance, mais il y a un épisode qui l'a vraiment marqué, c'est celui du traître. Oui. Parce que il dit qu'une personne du groupe était en fait de la police secrète qui avait infiltré son groupe et cette personne est arrêtée. Et votre beau-père dit à plusieurs reprises, mais c'est moi qui aurais dû être arrêté, c'est moi qui aurais dû être torturé. Et ça, on a l'impression que ça le travaille même jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr, oui, parce que on parle de personnes qui sont physiquement étaient supprimées, donc lui ça l'a marqué de se rendre compte d'être responsable de ça, enfin responsable pas directement, mais en tout cas d'avoir une part et puis d'être aussi un survivant quelque part parce qu'il a beaucoup de ses connaissances de l'époque qui ont soit été arrêtés, torturés ou tout simplement ont été exécutés. Donc tout ça l'a travaillé et puis donc quand je dis qu'il a fui en France, il a été aidé, hein, bien sûr, c'est des réseaux aussi, donc on lui donne des faux papiers, on lui donne des contacts pour des passeurs, tout ça est très organisé
Parce qu'il y a plusieurs types, il y a beaucoup de comment dire, de gens qui à cette époque fuient le Portugal, mais après il y a différentes filières, différentes raisons aussi. Mais donc lui, il est vraiment dans cette Et lui, il fit pourquoi? Pour fuir la persécution? C'est pour pas Oui, être envoyé c'est ça, faire la guerre dans les colonies? Bah, tel qu'il le présente, c'est plutôt pour fuir il allait se faire reprendre, en fait, tout simplement. Okay. Et donc après, il arrive à Paris en 67, je crois en septembre 67. Et alors là, ce qui est étonnant, enfin, je sais pas si on en parle maintenant, mais c'est que ça faisait plusieurs fois, il m'avait parlé d'un film qui est paru à la télévision en France, où il aurait été filmé donc à son arrivée en France, mais j'avais pas vu ce film et je ne doutais pas de son existence, mais j'étais très curieux de voir, de le voir. Et j'ai pu le retrouver relativement facilement parce que j'avais le nom du réalisateur Maurice Felevic et puis le titre. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un film donc qui a été tourné en 67, peu de temps après son arrivée. C'est un film documentaire. Mais faut imaginer qu'en 67, le documentaire, c'est pas exactement comme aujourd'hui, puisque on est dans de la caméra avec la pellicule, donc ça veut dire qu'il faut jouer quand même, refaire les actions. Et donc, un film de 52 minutes, au cours duquel on suit le parcours d'un jeune homme qui n'est pas le nom d'Edgar, on l'appelle Joachim, et on le voit arriver à la gare d'Austerlitz, on le voit galérer, aller dans les agences de l'immigration, dormir dans la rue, chercher du travail, se faire virer, finalement être recueilli par un foyer d'accueil pour migrants. Et donc tout ça est assez frappant pour moi de voir ça, parce qu'on le reconnaît très bien, mais à aucun moment il est crédité au générique, puisqu'il était réfugié politique, il était clandestin. Et donc ce film a évidemment, j'en parle beaucoup dans la bande dessinée, mais a une résonance particulière. Oui, et vous reproduisez même d'ailleurs des captures d'écran dans la bande dessinée. Et dans ce film, votre beau-père s'appelle Joachim et pas Edgar. Edgar, d'ailleurs, qui n'est pas son vrai prénom. Tout à fait. Et on retrouve ça beaucoup dans le livre. Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est un peu affabulé. Et d'ailleurs, il y a une chose drôle, c'est que votre beau-père vous donne comme consigne, c'est vraiment la première fois où il apparaît, en disant que la seule chose que je te demande, c'est pas de rabaissement, pas de dénigrement, pas d'exagération. Et il dit dans la même page, la vérité, rien que la vérité. Je sais pas s'il connaissait bien votre œuvre, non? Il devait se douter, il connaît un peu mon caractère, que j'ai parce que c'est vrai qu'on l'a peu dit, mais moi même si je raconte des choses véritables, il y a une part de mise en scène où il y a toujours un peu d'humour, d'ironie. Donc peut-être qu'il se méfiait de ça, et il a raison. Mais après, j'essaie toujours d'être juste. Et juste, moi je suis pas historien, donc c'est là qu'on se complète, je pense, avec Yves, c'est que voilà, lui il a un regard plus scientifique, moi plus peut-être de metteur en scène, mais j'aime beaucoup ce qui se passe au croisement des deux points de vue. Yves, vous êtes un des personnages d'ailleurs du livre. On vous voit dans certaines cases, alors représenté pas forcément de manière fidèle, mais un peu comme le personnage de Mathieu. Avec un peu plus de cheveux, on va dire. Voilà, on vous reconnaît bien de dos. Voilà, c'est ça. Et comment vous êtes rencontrés? On se suivait beaucoup sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et un jour, Mathieu ne le savait pas, peut-être, j'étais à Lisbonne et il me met un message, ça serait bien qu'on se voit pour parler d'un projet. Et donc je lui dis oui, il me met, je suis à Lisbonne. Je lui dis ça tombe bien, j'y suis aussi, mais je vais partir très très vite. Et donc si on se voit, c'est quasiment maintenant. Et ça s'est fait dans l'heure suivante. On se retrouvait comme c'est montré dans la BD, où je suis près la place Marx Pombal, qui est une place célèbre en haut de l'avenue de la Liberté à Lisbonne, près du siège historique du Diario de Noticias, qui est un grand quotidien. C'est là, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On se rencontre, et là on va dans un café pour discuter de la véracité d'un certain nombre de choses et du portrait de son beau-père et comment on pourrait contextualiser ça au regard de l'histoire longue du Portugal. Voilà, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de se promener dans Lisbonne. Et effectivement, donc vous allez prendre des desserts dans une pâtisserie et vous passez, c'est représenté dans le livre devant le siège de Diario de Noticias, qui est le plus ancien journal portugais, qui était quotidien au départ et puis ensuite devenu hebdomadaire, si je me trompe pas. Qu'est-ce que ça représente? Toujours quotidien. Toujours quotidien. Qu'est-ce que ça représente, ce journal? Pourquoi avoir montré ça? Parce que c'est la vérité, on s'est retrouvé devant. Alors après, moi ça me parlait parce que
je connais, j'ai eu une journaliste de ce journal qui m'avait fait visiter les locaux il y a quelques années. Et le bâtiment en lui-même est magnifique, donc comme l'a dit, en haut de l'avenue de la Liberdade. Mais peu de temps après que j'ai eu l'occasion de visiter ces locaux, j'ai appris que ces locaux avaient été vendus. Et ça va être quoi, un hôtel de luxe? Oui, de toute façon, avenue de la Liberté, avenue de la Libertad, il y a beaucoup de choses très luxueuses maintenant. C'est là où on croise les grandes marques de luxe. De luxe, mais donc c'est toujours frappant de voir de voir le passage d'activité d'un journal à une marque de luxe. Bon, mais c'est très représentatif de ce que devient Lisbonne, je pense. Et donc oui, c'était un petit clin d'œil aussi, mais qui n'a pas été provoqué. Enfin, c'est vraiment là qu'on s'est retrouvé. Le hasard. Vous allez souvent à Lisbonne, j'imagine, Mathieu, parce que ça transparaît dans le livre, où finalement, que ce soit dans le village de votre beau-père ou alors à Lisbonne, vous dessinez aussi les nouvelles constructions, les hôtels de luxe qui se créent, les résidences, et aussi dans Lisbonne, vous montrez le flot de touristes qui envahit, les paquebots qui les amènent au port, et puis pendant le confinement, il n'y a plus rien. Lisbonne a beaucoup changé selon vous depuis 10 ans. Et deuxième question, est-ce que pour Edgar aussi ça a changé? Alors, bien sûr que Lisbonne a beaucoup changé, moi, depuis... mais ce qui est fou, c'est que, par exemple, l'album s'ouvre sur une discussion dans un petit restaurant, ce qui paye pas de mine, près de la place du commerce, avec mon éditeur portugais, Rui Brito. Et donc, il m'emmène dans cet endroit-là. On est en 2020, voilà. Et aujourd'hui, ce restaurant existe, mais il a été changé pour un truc à touristes, qui n'a plus rien à voir. Donc, presque à chaque fois que je vais à Lisbonne, il y a des changements comme ça. Et j'ai toujours un sentiment un peu paradoxal, parce que je suis pas pour que les choses soient figées, évidemment. C'est normal que les choses évoluent, mais c'est vrai que Lisbonne, particulièrement, enfin moi je vois ça à mon échelle, étant dans une perpétuelle évolution, et avec quand même l'envie de garder une espèce d'image un peu passéiste, que moi-même j'aime beaucoup, mais qui fait penser à... Moi, je compare ça avec Montmartre, par exemple, à Paris, où la place du Théâtre, avec cette espèce de carte postale qui est à la fois reconstituée, mais artificielle. C'est un peu le danger, moi, ce que je vois sur Lisbonne. En tout cas, on se promène beaucoup dans Lisbonne et surtout, j'ai l'impression que votre beau-père n'est jamais assis, non? On vous voit régulièrement dans les cafés, quelle que soit la ville que vous visitez, parce que vous faites aussi un petit séjour à Londres, à Paris aussi. Donc vous êtes assez régulièrement dans les cafés. Lui, il est toujours debout et souvent en marche. C'est pour les bourgeois. Voilà. Ouais, c'est ça aussi, moi, qui me plaisait avec ce personnage, c'est que il est resté très fidèle à ses convictions de jeune homme. Et j'ai peu rencontré de gens comme ça qui avaient aussi qui sont restés aussi proches de leurs idées de jeunesse. Et je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est frappant, quoi. Donc, il arrive en France 1967-1968, et c'est en France qu'il va vivre la révolution des œillets. Je me retourne vers vous, Yves. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont les conditions qui mènent à la révolution des œillets et de quoi il s'agit? Ah, vaste question. Alors, le détonateur, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la question coloniale. C'est-à-dire que c'est un véritable bourbier, un enlisement pour le régime, avec des coûts très importants, des coûts financiers, des coûts humains, des coûts matériels, une émigration massive. Le Portugal perd de sa population au début des années 70, alors que la natalité reste très forte. Donc c'est vraiment un boulet, cette affaire coloniale. Et là, vous avez des jeunes officiers qui se disent que c'est effectivement un combat qui est perdu d'avance, qu'on ne pourra pas trouver de solution militaire. Il faut donc trouver une solution politique. Et en plus, ce sont des officiers qui ont qui sont interpellés sur la scène publique, qui ont des problèmes d'identification dans la société portugaise. Eux-mêmes sont souvent issus de milieux modestes. Ils sont pointés du doigt. Leur statut social est écorné. Leur rémunération aussi. Ils sont concurrencés par des jeunes officiers miliciens, c'est-à-dire qui ne sont pas des officiers d'active, parce que on a besoin de plus en plus de troupes et d'officiers. Bref, pour toutes ces raisons-là, l'été 73, ils commencent à se dire qu'il faut trouver une solution. Ils se réunissent, le mouvement des capitaines, en septembre 1973, et progressivement, ils vont aboutir à l'idée que il faut trouver une solution politique, et la seule solution politique, comme le régime reste campé sur ses convictions de maintenir l'outre-mer portugais,
la seule solution, c'est de renverser le régime. L'opération fin de régime, elle naît à l'hiver 1973-74 de cette conviction qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Donc ça, c'est véritablement le point de départ. Après, il y a tout ce que Mathieu a rappelé, c'est-à-dire concomitamment, il y a cette dimension d'opposition. C'est un régime aussi qui, au fil des années 60, n'a cessé d'attirer de plus en plus de critiques en interne, avec les étudiants, on l'a rappelé, des mouvements sociaux extrêmement importants, des mouvements révolutionnaires dont son beau-père a fait partie et a été un projet, qui sont très très actifs, mais aucun d'entre eux n'a réussi à renverser le régime. Et celui qui a succédé à Salazar, Caetano, à partir de 1968, a tenté au début ce qu'il a appelé une libéralisation timide, c'est-à-dire le printemps marcelliste, qui ne va pas fonctionner, parce qu'il y a notamment le boulet colonial, la question de l'outre-mer, et c'est autour de tout ça que ça va cristalliser avec un noyau d'activistes qui sont les capitaines d'Avril, qui vont organiser, mais dans le silence, dans la discrétion, ce coup d'État, au départ, de renverser le régime. Et c'est le jeudi 25 avril 1974, à Lisbonne, qu'au petit matin, ils prennent le contrôle des médias, des moyens de communication, des centres névralgiques du pouvoir, à Lisbonne, à la partie basse, la Baixa. Ils vont occuper les ministères. Et c'est là que le peuple, ils vont aller à la rencontre du peuple, le peuple qui est dans la rue et qui dit effectivement à bas le fascisme, à bas le salazarisme, à bas le régime, à bas les guerres coloniales, finissons-en. Et à la fin de la journée, en une journée, le président du Conseil doit démissionner, remettre sa démission à un officier supérieur, un des seuls qui est un peu de mèche avec les capitaines, le général Spinola. Il lui remet sa démission et c'est fini. Au soir du 25 avril, le salazarisme, l'État nouveau salazariste a cessé de fonctionner. Ce qui est très très singulier parce que c'est pas du tout une transition qui se fait dans la durée par négociation ou autre, c'est une transition par rupture avec un coup d'État et une osmose populaire avec une volonté, comme le disent les capitaines à l'époque, ils veulent démocratiser, c'est clair, ils veulent développer le pays, le sortir un peu de ce misérabilisme, de ces retards en tout genre, des inégalités, etc. Et ils veulent décoloniser, c'est les 3D. Ils disent, il y a 3D dans notre programme, et on va les appliquer. Mais ce qui est important, c'est de dire, d'abord, il faut rétablir les libertés, la liberté, et il faut instaurer la démocratie. C'est rare que des militaires descendent dans la rue pour établir la démocratie, surtout que quelques mois avant, il y avait eu le Chili. Et très peu de violence. Et très peu de violence. C'est une révolution pacifique. Il y a quelques morts la journée du 25 avril parce que la police politique va se défendre jusqu'au bout et va tirer dans la foule. Mais les capitaines eux-mêmes veulent que ça reste très pacifique, qu'il n'y ait pas de coups de feu d'échanger. Et des œillets, le printemps et une chanson. Pourquoi les œillets ? Parce qu'il y en a pas mal à cette période de l'année à Lisbonne et que spontanément, des femmes qui en avaient quelques stocks et qui devaient les écouler le midi dans les terrasses des cafés et des restaurants, comme les cafés et les restaurants, la plupart sont fermés, les militaires qui sont dans la rue, qui viennent de prendre le contrôle, ils passent à leur côté et puis leur demandent des cigarettes ou je ne sais quoi, et ces femmes leur donnent des œillets. Et les militaires les mettent spontanément dans leurs fusils et puis à la boutonnière de leurs uniformes. Et ça vient de là, la révolution des œillets. Et c'est un symbole très fort parce que il y a cette dimension, puis des œillets rouges. C'est des œillets rouges qu'on met, enfin il y a quelques œillets blancs, mais c'est surtout des œillets rouges qu'on met à la boutonnière. Ça donne évidemment une tonalité très lumineuse, alors que la journée du 25 avril est assez sombre parce qu'il faisait pas très beau ce jour-là à Lisbonne, c'était assez gris, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, les œillets, évidemment, ça flash, ça attire le regard. C'est un symbole très très fort et qui donne la tonalité pour le processus qui va suivre, mais qui s'étage là sur plusieurs mois, qui est très compliqué et qui va attirer l'attention du monde entier parce que Lisbonne devient à ce moment-là, et le Portugal, deviennent un centre d'attraction. Ah oui, c'est un peu le laboratoire de toutes ces révolutions. Effectivement, en 2 ans, il va y avoir une assemblée constituante qui va faire une nouvelle constitution, puis des élections législatives. Finalement, le processus de transition se passe plutôt bien. Mathieu, je reviens à Edgar. Donc, il vit cette journée en France. Oui. Est-ce qu'il est impliqué ? Parce que c'est ce qu'il semble raconter. Et puis, est-ce qu'il regrette de ne pas être sur place ? Ça, il le dit pas comme ça, mais moi je pense que fatalement, c'est quelque chose qu'il a toujours souhaité, donc il doit y avoir une forme de frustration, mais lui, oui, il explique qu'il jusqu'à très tard, il discutait des modalités de cette mise en application de la révolution, donc il se sent un participant parmi d'autres. Ouais. Et il rentre au Portugal juste après.
il est réincorporé dans l'armée. Il est réincorporé dans l'armée, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il perd ses illusions? Est-ce que finalement, il arrive, j'imagine, avec une fièvre un peu révolutionnaire? Comment il voit évoluer les choses? Ben ça, c'est là qu'on arrive dans une partie plus pas amère, mais comment dire. Après, la réalité prend le dessus. Donc, il y a l'exaltation révolutionnaire, et puis après, bon, bah, voilà, il y a une espèce d'habitude qui s'installe. Et lui, ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'il se voit. Enfin, moi, il m'a toujours parlé de ce contexte de révolution et puis d'après, mais c'est pas quelqu'un qui revendique, qui a une frustration à vouloir à tout prix, comment dire, être reconnu comme un participant. Mais il y a quelque chose quand même. Je pense que aussi la raison d'être de cette bande dessinée, je m'en suis rendu compte en la faisant, c'est qu'il y avait ça aussi, une forme de réhabilitation du héros inconnu, du héros anonyme. Donc je pense qu'il lui est très heureux de la BD aujourd'hui. Voilà, j'allais vous poser la question, mais je vous ai dit donc, il s'agit finalement d'un héros anonyme. Est-ce que lui se voit un peu comme un héros de cette période-là? Bah, il va pas le présenter comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste très ancré en lui, on sent qu'il a extrêmement vibré dans ces années-là et qu'il reste, enfin son esprit est toujours très attaché à cette période-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que je lui ai donné l'album à lire il y a la dernière fois que je suis allé au Portugal, il y a pas très longtemps. Et donc, il l'a lu très très scrupuleusement, plusieurs fois. Et donc, il est ravi de l'album, même si parfois je me moque un peu de lui, hein, je montre. Vous lui avez fait lire les épreuves, enfin, les planches au fur et à mesure que vous avez signé? Je lui avais fait lire les pages où il apparaît. Mais il est pas dans toutes les pages. Et donc, il a découvert, dans la version imprimée, les pages où il n'apparaît pas. C'est-à-dire, soit des digressions sur moi, ce qui m'arrive, entre deux entretiens, soit des entretiens que j'ai eus avec d'autres personnes, comme par exemple Yves Léonard. Et justement, on peut faire juste un petit focus sur la discussion qu'on avait eue avec Yves dans ce fameux café près de la place Marquez de Pombal. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, interpellé dans nos échanges, c'était le sébastianisme. Je sais pas si tu peux en parler un peu. Alors, juste pour dire pourquoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, parce que votre beau-père, par exemple, pense, en tout cas il a des preuves peut-être, qu'il serait le descendant du duc de Wellington, qui avait au 19e siècle donc, débarqué au Portugal pour se battre contre les troupes napoléoniennes. Et lui pense donc qu'il est un descendant d'une relation illégitime que Wellington a eue avec la patronne d'une auberge. C'est ça, qui est son arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Ouais, ça, vous n'y croyez pas trop, Yves? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, on a parlé ce jour-là de beaucoup de choses, et puis effectivement, la question du sébastianisme, moi, j'ai tendance, on est nombreux à considérer que c'est un des marqueurs, si on veut, de ce fil rouge qui parcourt toute l'histoire du Portugal, y compris le temps présent. C'est-à-dire que le sébastianisme, c'est quoi? C'est la croyance héritée à la fin du XVIe siècle, ça date, d'un jeune roi qui est allé se battre au Maroc, qui a perdu la vie, le roi du Portugal, Sébastien. Il a perdu la vie, bon, ça a été avéré, sauf que beaucoup de gens n'ont pas voulu le croire. Le Portugal a perdu son indépendance, a été rattaché avec l'Union ibérique des deux couronnes aux voisins castillans puissants et dont il se méfiait depuis la fondation du royaume, donc c'est une période très traumatisante. Et l'idée qui a surgi à ce moment-là, le sébastianisme, c'est que un beau jour, ce roi Sébastien reviendrait sur son beau cheval sur les quais de Lisbonne pour sauver le Portugal. Voilà. Cette croyance qui s'est perpétuée, qui a traversé les siècles. Alors, je spoil, il est jamais revenu, évidemment. C'est un peu le Messie caché. Voilà, c'est ça, c'est le roi caché. Hein, c'est la mythologie du roi caché avec la mythologie politique du sauveur. Et ça, c'est très ancré dans une forme d'imaginaire politique au Portugal. Et le XXe siècle a été riche d'exemples de ces sauveurs qui se sont prétendus tels. À commencer par Salazar qui a beaucoup joué sur cette mythologie du sauveur, sans être Sébastien évidemment, parce que Sébastien c'est la catastrophe, mais la croyance qu'il y a quelqu'un de providentiel qui va sauver le pays de l'ornière dans laquelle il se trouve. Et donc, pour les hommes de cette génération, la génération du beau-père de Mathieu, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dans le fond commun, c'est une espèce de croyance assez largement partagée, et c'est pour ça que j'ai évoqué le sébastianisme. Non pas pour faire de lui, parce que il s'en est offusqué, pour faire de lui un royaliste ou quelque chose, mais cette idée qu'effectivement on a toujours besoin de sauveurs ou de personnalités un peu à part, un peu providentielles, qui surgissent du mystère, de l'ombre, du brouillard, parce que le roi Sébastien, Pessoa a écrit des choses là-dessus, il va surgir par un matin de brouillard sur les quais de Belém, donc on va pas trop le voir évidemment, on commence à sentir le roussi,
parti 3 siècles après, mais il va revenir quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait un peu éclairant, avec un certain nombre de mythologies qui sont assez portugaises et qui me semblent avoir une certaine actualité, sans être pour autant royaliste. Hein. Oui, parce que j'ai compris qu'il fallait surtout pas que dire de votre beau-père qu'il était royaliste, il est même très fortement communiste, Oui. et même communiste un peu œcuménique, parce qu'il veut à la fois aller en URSS, mais à la fois il a des contacts avec des espions chinois, c'est ça? Oui, alors après, bon, c'est toujours un peu compliqué de tout démêler, mais c'est vrai qu'il est en tout cas très athée, très marxiste, et puis encore aujourd'hui, il a plein d'idées sur la géopolitique. Il écrit des textes qu'il aimerait diffuser au maximum, mais en tout cas, il a en horreur tout, la royauté, la religion. C'est vraiment un communiste. Ouais. Et pour terminer, donc vous lui avez fait lire, vous m'avez dit le livre, donc il a bien aimé, vous êtes toujours en bon terme avec lui. Oui, tout va bien. Ouais. Non, voilà, sauf cette petite nuance où on pourrait supposer qu'il est royaliste, ça lui a pas plu. Ouais. Donc il a immédiatement rédigé un texte. Je t'avais pas dit ça pour rétablir la vérité. Mais comme c'est quelqu'un qui a aussi un attachement au dialogue et à la lutte d'idées, comme il dit. Donc ça lui plaît beaucoup. Il a beaucoup aimé justement le fait qu'il y a des contrepoints. Et ça, c'est très fertile, et je pense que c'est ça qui lui plaît aussi dans ma démarche. Dans la démarche, justement, Mathieu, tu disais que tu rappelais un peu l'historique des travaux antérieurs, des bandes dessinées antérieures. Donc, Mathieu, vous avez côtoyé Sarkozy, Hollande, Depardieu. Là, pourquoi vous avez voulu reprendre l'histoire d'un homme normal? J'ai expliqué un peu le contexte d'ailleurs, comment j'en suis arrivé à faire cet album. C'était pas prévu, mais tout d'un coup, je me dis tiens, ah oui, pourquoi pas. Et j'ai souvent fonctionné comme ça. Hein. C'est pas les albums précédents que j'ai faits sont jamais issus d'une espèce d'élaboration complexe. C'est plutôt des occasions qui se présentent. Mais c'est vrai que j'avais été sensible. Il y a maintenant pas mal d'années, en 2017, j'avais fait une présentation devant des étudiants à Montpellier, et une étudiante m'avait fait remarquer que c'était très bien mes albums, mais il semblerait que je ne m'intéresse qu'à des personnalités puissantes, des hommes en plus, est-ce que c'était un fait exprès? Et quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'elle avait raison, mais que non, c'était pas un fait exprès, c'était pas une décision de ma part. Et donc je me suis dit, il faudrait que je m'intéresse, ce serait intéressant de raconter quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas puissant. Et ça c'est une fois de rencontre, c'est fait avec la proposition de mon beau-père. Et en même temps, c'est marrant que tu dis ça parce que narrativement, ce personnage, il est un peu héroïque quand même. Oui, bien sûr. Genre, il marche très vite, il s'arrête pas. Ouais. Dans le métro, il s'assoit pas parce que c'est pour les bourgeois. Il descend dans des criques hyper accidentés comme ça. Genre, il y a quand même. En plus, sauf en voiture, là, c'est vrai. C'est vrai que sauf en voiture. Ouais. Mais il a quand même un côté un peu héroïque comme ça. Il a aussi un passé. On le comprend de manière assez subtil quand tu dis que dans cette crique-là, justement, il y a un de ses oncles qui est décédé, etc. On comprend comme ça, par petites touches, il a quand même cette grandeur héroïque. Finalement, tu perds pas trop cette fibre-là de... Oui, après, faut que les gens m'intéressent, hein, ouais. C'est certain, mais je pense que, voilà, c'est une question d'angle, quoi, de point de vue, et qu'il y a quantité de parcours intéressants, pas uniquement des gens qu'on voit à la télé. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus. Donc, Mathieu Sapin, je rappelle le titre de votre dernier opus. Alors, c'est pas tout à fait le dernier, parce qu'il y a aussi une bande dessinée pour enfants, une adaptation du roman de Daniel Pénac, qui est sorti aussi ces derniers jours. L'œil du loup. Voilà, l'œil du loup. Donc là, c'est Edgar, de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire. C'est aux éditions d'Argo. Oui. Et merci Yves Léonard d'avoir servi de caution historique à cette rencontre. J'ai rappelé les deux derniers livres, et puis il y en a un troisième qui va sortir au printemps, qui est déjà sorti au Portugal. C'est la biographie de Salazar, que vous avez déjà présenté et qui sort en français aux éditions Perrin au printemps pour les 50 ans de la Révolution des œillets, donc en avril 74. Merci beaucoup donc d'être venu. Merci au public d'avoir été là. Si vous avez aimé, vous allez pouvoir m'aider à ranger. Et puis après, on va monter pour la partie dédicace. Et quant à moi, donc si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux et puis on le reproduira sans doute. Merci beaucoup. Merci. Merci.